Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'action sur PEA et on va aujourd'hui faire Schneider Electric. Alors Schneider Electric, évidemment, action très connue sur PEA dans la communauté française, action qui a connu une belle croissance de son cours depuis plusieurs années. Je vous affiche ici le cours de l'action depuis, eh bien, on peut remonter par exemple jusqu'à 2017. On voit que c'est une super performance pour Schneider Electric qui est passé d'à peu près 56 euros à aujourd'hui 232 euros, donc une sacrée ascension qui nous laisse présager qu'il y a quelque chose de bien derrière ça, mais il faut toujours vérifier en fait. Un cours ne dit pas si une action est bonne ou pas, il faut regarder les fondamentaux derrière, et c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Et pour savoir si donc Schneider Electric vaut la peine, eh bien on va faire une analyse complète. Dans cette analyse, on verra plusieurs choses. Déjà, on fera l'analyse du business model. Donc est-ce que le business model présente des caractères plutôt intéressants, plutôt positifs ou négatifs? Ensuite, on fera analyse quantitative, donc avec analyse de la rentabilité de Schneider Electric, les marges, le ROCE, tout ça. La croissance également, c'est très important évidemment, ça fait partie de la performance de l'action, donc il faut toujours regarder la croissance. On regardera si c'est une croissance plutôt suffisante ou plutôt moyenne. Ensuite, on fera une analyse fondamentale, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire analyse du management. Est-ce que le PDG est plutôt un bon PDG qui va être aligné avec les actionnaires ou pas trop? Analyse de son allocation de capital, donc comment le management utilise les capitaux générés, comment il investit, comment peut-être il fait des acquisitions et comment aussi il redistribue aux actionnaires. On fera notamment l'analyse d'une acquisition réalisée par Schneider Electric, donc analyse complète qui sera super intéressante, vous allez le voir. Et enfin, on verra aussi dans l'analyse fondamentale le moat, l'avantage concurrentiel de Schneider Electric, puisque c'est une entreprise qui, on le sait un petit peu, a un avantage concurrentiel assez solide, mais on va quand même essayer de le décortiquer. Et à la toute fin, évidemment, on verra si Schneider Electric, aujourd'hui à 230 euros, eh bien, est une action plutôt chèrement valorisée ou peu chèrement valorisée. Et donc, on fera pour ça une étude de la valorisation avec un fichier DCF. Alors, on commence sans plus tarder avec l'analyse du business model de Schneider Electric. Et en gros, pour comprendre, c'est une entreprise qui va vendre des services et des produits aussi physiques, principalement des produits physiques, mais aussi des services, c'est ça qui est intéressant, dans la gestion de l'énergie et l'automatisation industrielle. C'est pas vraiment du tout un acteur comme EDF, il ne faut pas du tout confondre l'un comme l'autre. Schneider Electric ne va pas du tout agir dans ce milieu-là. Ça va être des solutions avec beaucoup plus de valeur ajoutée et donc nécessairement des marges plus élevées. Et ce qui est donc intéressant dans le cas de Schneider Electric, c'est déjà qu'on a un modèle de revenu qui va être basé sur la vente de produits hardware et également des produits software, donc des logiciels, et notamment leur logiciel principal qui est le logiciel EcoStructure et qui va permettre d'obtenir des revenus récurrents par abonnement donc et par licence annuelle. C'est souvent un modèle de revenu qui est intéressant parce que ça va permettre de vendre aux clients d'abord un produit physique et donc un petit peu de faire entrer comme un cheval de Troie le produit et l'entreprise dans l'entreprise cliente tout simplement. Et ensuite, avec l'aide de ce produit physique qui est entré tel un cheval de Troie, eh bien on va pouvoir lui vendre un logiciel, un service en plus, etc. Et donc on va pouvoir monétiser encore plus le client. Et ça, c'est un modèle de revenu qui est souvent assez performant, c'est notamment ce qu'on retrouve chez Fortinet. Donc ça, c'est déjà un premier point positif pour Schneider Electric. Les produits vendus, donc ce sont des produits d'optimisation d'énergie avec le côté hardware qui vont être des biens vraiment très spécialisés, des biens à haute valeur ajoutée. Alors, je précise aussi que ce sont des CAPEX, c'est-à-dire que ce sont des produits physiques qui vont servir, en fait, vont correspondre à des produits d'investissement pour les entreprises qui vont tout simplement investir dans ces produits-là pour optimiser leur production. Ce sont des CAPEX, c'est important de le préciser parce que les CAPEX sont soumis à ce qu'on appelle le cycle des CAPEX et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise n'achète pas des CAPEX tous les ans. Une fois qu'elle a acheté sa machine ou son CAPEX, eh bien, elle ne va pas forcément le racheter tous les ans. Alors, il peut y avoir de la maintenance, mais la maintenance, ça ne veut pas dire qu'on rachète le produit. Et le cycle des CAPEX, c'est ce qu'on peut observer notamment chez ASML. Eh bien, souvent, ça mène à des courbes de revenus qui sont assez peu linéaire puisque tout simplement il y a des périodes, des pics où tout simplement les entreprises vont beaucoup acheter de CAPEX, d'autres où elles vont pas trop en racheter et souvent ça fonctionne par cycle puisqu'il faut les renouveler et donc il y a ce système de renouvellement qui fait qu'on va avoir des creux et plutôt des hauts dans le chiffre d'affaires et c'est ce qu'on va un petit peu observer sur Schneider Electric, je vais vous montrer ça après.
Cependant, Schneider Electric vend aussi des services, donc des services sous forme de logiciels, et ça permet de lisser un petit peu la courbe de revenus, ce que ne peut pas faire ASML, puisque ASML vend typiquement que des machines de CAPEX, mais dans le cas de Schneider Electric, il y a aussi des logiciels, des services, des abonnements, et donc ça va permettre de lisser les revenus. Le tout, ce qui est bien, c'est que ça forme un écosystème, comme je vous l'ai dit, le produit physique va agir comme un cheval de Troie, et ensuite on va pouvoir vendre un produit supplémentaire, un service supplémentaire sur la base de ce produit physique. En termes de mode de facturation, mécaniquement sur les produits physiques, les CAPEX, on va être sur de la vente ponctuelle, c'est ce que je vous ai expliqué avec le fameux cycle des CAPEX. Par contre, sur les logiciels, on est sur du SaaS, donc par abonnement, et ça va nous faire le tout un modèle semi-récurrent, puisqu'on a une partie des revenus qui vont être assez cycliques, tandis que l'autre va être plus récurrent, donc c'est du mitigé à ce niveau-là. Si on s'intéresse aux clients, là c'est intéressant parce que, alors on est sur du full B2B, ça c'est sûr, il n'y a que des entreprises qui sont clientes de Schneider Electric, mais au niveau des entreprises clientes, là il y a pas mal de choses à dire puisqu'il y a plusieurs types. Alors déjà, historiquement, il y a les entreprises du BTP. Comme on est sur des produits d'optimisation d'énergie, mécaniquement, dès qu'il y a du résidentiel, va y avoir une consommation. Ça, c'est un peu la consommation, la clientèle historique, mais il y a d'autres aussi clientèles. Il y a l'industrie lourde, évidemment, qui va avoir des gros besoins en électricité et donc des besoins d'optimisation. Il y a certaines collectivités locales, ça va avec le côté résidentiel, mais surtout récemment, et c'est ça qui a fait la grosse performance de Schneider récemment, il y a les data centers. Et les entreprises qui vont exploiter des data centers comme Google, Amazon et Microsoft pour le cloud, avec donc Google Cloud, AWS et Microsoft Azure. Ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est que les data centers, c'est des machines qui vont consommer énormément d'énergie et d'électricité. Et donc, comme toujours, dès qu'il y a grosse consommation d'électricité, il y a un besoin d'optimiser. Et c'est là que Schneider Electric arrive et est très utile. Cette base de clients, elle est assez plutôt moyennement concentrée, puisque sur la base historique, donc le BTP, l'industrie lourde et les collectivités locales, là ça va être assez dispatché, il ne va pas y avoir forcément une grosse concentration. Par contre, les nouveaux comme Google, Amazon et Microsoft, ils sont beaucoup plus concentrés, et donc ils vont avoir un pouvoir de négociation qui va être plus important. Mais quand on combine l'un et l'autre, on comprend bien que c'est un pouvoir de négociation qui va être assez moyenné, et donc là c'est plutôt correct aussi. Les produits, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être indispensables pour l'optimisation d'énergie, et c'est des produits aussi qui sont rentables pour le client, c'est-à-dire que ce qu'il dépense auprès de Schneider Electric, il récupère parce qu'il va optimiser de l'énergie, et donc pour lui c'est pas forcément un coût d'acheter un produit chez Schneider Electric, ça va plutôt être quelque chose de rentable, et ça va le permettre de le maintenir. Bon, avec tout ça, le business model, ça nous donne une plutôt bonne note de 8 sur 10. Ce qui est intéressant, c'est que Schneider Electric, c'est une entreprise donc d'optimisation d'énergie, assez technologique quand même, mais qui va en fait profiter de tout simplement la croissance liée à l'IA, tout simplement par le biais des data centers. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des entreprises comme Google, Amazon, Microsoft pour être exposé à l'IA. Schneider Electric le fait aussi, alors de manière un petit peu indirecte, mais ça le fait aussi. Pour moi, c'est plutôt un bon business model qui est finalement assez indispensable, puisque aujourd'hui, même quand on parle de technologie et de software, derrière un software, il y a toujours un hardware, et derrière un hardware, il y a toujours de l'énergie, de l'électricité, et donc il y aura toujours besoin de Schneider Electric pour fournir pour participer finalement à cet écosystème de l'énergie. Alors, comme toujours, je vais vous sortir mes petits graphiques que j'ai réalisés et on va revenir sur ce que je vous ai dit à propos du cycle des CAPEX et aussi des différents segments. Donc, il y a le segment Energy Management. Donc là, c'est typiquement la gestion et l'optimisation d'énergie. Donc, ça va être le segment principal. Comme vous voyez, ça représente à peu près 81,6% du CA de Schneider. Et le deuxième segment, c'est Industrial Automation. Et ça, c'est le segment vraiment industrie lourde. C'est là où on va retrouver les clients qui vont acheter principalement donc des produits physiques pour gérer des grosses industries lourdes. C'est un segment qui n'a pas énormément de croissance. C'est normal, l'industrie dans le monde n'est pas le secteur qui va avoir le plus de croissance, comparé notamment au segment Energy Management qui lui va être boosté par toute la technologie et tous les data centers. On le voit, il y a une bien meilleure croissance sur le segment Energy Management que sur le segment Industrial Automation.
Maintenant, si on regarde par région, et ça c'est assez intéressant, vous allez voir, en termes de diversification géographique, ce qu'on peut voir c'est que c'est 36% en Amérique du Nord. Donc déjà, le plus important segment c'est l'Amérique du Nord, principalement États-Unis, je ne pense pas que le Canada occupe une grosse partie. Ensuite, on va avoir Asie-Pacifique à 27%, donc un segment important quand même. Ensuite, Europe de l'Ouest, alors c'est marrant qu'ils aient précisé Europe de l'Ouest dans leur compte, c'est-à-dire que ça ne doit pas prendre en compte peut-être la Roumanie par exemple, mais ça représente 24%, donc c'est quand même important. Et ensuite, reste du monde, 13%. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très concentré et on devine que c'est dans des pays assez développés ou en tout cas qui sont vraiment en train de se développer. Donc typiquement la Chine, la Corée, le Japon en Asie. C'est pas du tout des pays en développement d'Afrique ou d'Amérique du Sud. C'est vraiment des pays plutôt développés qui vont être clients de Schneider Electric. Et deuxième chose intéressante, souvent quand on parle de Schneider Electric, on associe ça à l'Asie, le développement de l'Inde, le développement de la Chine, de la Thaïlande, de l'Indonésie, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros segment, c'est le segment Amérique du Nord. Et c'est le segment, en fait, des grosses boîtes tech. C'est le segment Google, Amazon, Microsoft. Donc il ne faut pas non plus se focus trop sur l'Asie. Je pense qu'aujourd'hui, le cœur du marché de Schneider Electric, il est encore aux États-Unis et ça peut être une erreur de se focus que sur l'Asie comme on peut parfois l'entendre. Si on regarde du coup ce que ça donne ici, l'évolution du CA par région, on va les faire un par un. On va commencer par l'Amérique du Nord et on voit qu'on a une super croissance. Alors 2020 a été une mauvaise année, ça c'est pas très étonnant, mais depuis 2020, on a une très bonne croissance puisqu'on est passé de 72 à 138, donc on a fait quasiment x2. Et ce qu'on peut voir, c'est que entre 2019 et 2024, on a une croissance de 12% par an du CA, donc c'est vraiment excellent. Ensuite, si on regarde en Europe, là, c'est pas aussi bien, clairement, on a une croissance un peu plate et qui va être de seulement 5% sur les 6 dernières années. Si on regarde sur l'Asie, on a eu une bonne croissance entre 2020 et 2022, puisqu'on est passé de 75 à 103, mais entre 2022 et 2024, il n'y a pas eu de croissance, tout simplement, donc ça c'est un petit peu inquiétant, et c'est pour ça que je ne fais pas un trop gros focus sur l'Asie comme certains vont pouvoir le faire, parce que en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de croissance, tout simplement. Entre 2022 et 2024, il n'y a pas eu de croissance. Alors après, on peut penser que ça va revenir, mais moi je ne suis pas devin, je ne peux pas deviner, et moi là, ce que je vois, c'est que l'Asie n'a plus de croissance, a même moins de croissance sur les dernières années que l'Europe. L'Europe n'a pas une croissance énorme, mais elle a une croissance plutôt régulière, et ça on va préférer. Mais bref, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est l'Amérique du Nord qui drive encore la croissance de Schneider Electric, et ça c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup dit, donc je trouvais ça intéressant de le préciser. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que l'Amérique du Nord a une très bonne croissance de 12% par an. Par contre, tous les autres, 5, 6 et 3, c'est pas des croissances qui, selon moi, vont être suffisantes. En tout cas, quand j'investis dans une entreprise, je préfère qu'elle ait plus que 5 à 6% de croissance. 12% c'est très bien, mais 5 à 6% ce serait un peu juste. Donc après, pour moi, la véritable question sur Schneider Electric, c'est est-ce que les entreprises comme Google, Amazon et Microsoft vont continuer à avoir besoin des services de Schneider Electric? Je pense que oui, peut-être pas autant cependant que sur les dernières années, c'est-à-dire que là, elles ont quand même engrangé beaucoup de CAPEX et il y a un donné, les CAPEX, c'est le cycle des CAPEX, ça va diminuer, ils vont en avoir moins besoin et je pense qu'il va y avoir un replat pour Schneider Electric, je ne sais pas forcément quand, mais allez, à la louche d'ici 2026, 2027, 2028 peut-être plutôt, on va peut-être avoir un replat. Et ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, je trouverais ça quelque chose d'assez normal. Bon, en bref, sur ce business model, c'est plutôt correct. J'ai mis la note de 8 sur 10 avec clairement un business model qui est assez solide et qui va fournir des produits qui sont intéressants pour le client, qui sont aussi assez diversifiés en termes géographiques et qui vont pouvoir bénéficier de la croissance technologique qu'on va retrouver aux USA. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif quand même. On continue avec l'analyse quantitative de Schneider. On va s'intéresser à 3 choses, la rentabilité, la croissance, mais avant tout, on va faire un petit tour par l'endettement. Je vais le faire vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. La dette totale de Schneider, c'est 13,4 milliards. Ils ont 4 milliards de cash, donc ça fait dette nette de 9 milliards 4. L'EBITDA déclaré en 2024, il est de 8 milliards 4 et le free cash flow déclaré en 2024 est de 3,7 milliards, ce qui nous fait un ratio dette nette sur EBITDA de 1,1, ce qui est en dessous 3, donc en dessous mon critère, pour moi il n'y a pas de risque de faillite. Et en termes de free cash flow, ça nous fait un ratio de 2,5 qui est en dessous de 4, donc pareil, pas de risque de faillite apparent. Voilà, ce risque étant mis de côté, on va pouvoir passer à l'analyse quantitative concrète avec la rentabilité et vous allez voir, c'est assez positif à ce niveau-là.
Donc, en termes de rentabilité, au niveau des marges, déjà, on a une marge brute de 42%. Ensuite, sur la marge free cash flow, on est aujourd'hui à 10%, à une moyenne sur 10 ans de 10%. Donc, pas d'augmentation apparente ici. Vous allez voir que pour Schneider Electric, je vais moins utiliser le free cash flow parce que malheureusement, c'est une marge qui va être assez fluctuante. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais pas l'utiliser. Pour une fois, c'est assez rare, mais je vais utiliser davantage la marge nette. Néanmoins, en termes de marge opérationnelle, on est à 17%. Et la moyenne 10 ans est à 15%, donc une légère augmentation. Vous pouvez le voir ici, on est passé d'à peu près 14%, 13-14% à 17%, donc légère augmentation, il n'y a pas quelque chose de forcément significatif, mais c'est une augmentation légère et qui va permettre tout simplement d'avoir une bonne croissance. En termes de ROCE maintenant, on est aujourd'hui à 15,6% et le ROCE il est en augmentation, donc là aussi c'est très bien. Alors encore une fois, augmentation légère, on est passé d'à peu près 13-12% à 15,6%, donc augmentation pas forcément énorme, mais augmentation quand même, et c'est ce qu'on veut voir, c'est de la stabilité, c'est une augmentation continue qui n'est pas forcément explosive, mais qui est là et qui va permettre d'avoir un bon rendement. Ce qu'on peut dire sur cette rentabilité, c'est qu'elle est plutôt correcte. On n'est pas sur des marges exceptionnelles, mais c'est une entreprise assez mature maintenant. Donc souvent les marges ne vont pas être forcément les plus élevées. On n'est pas non plus sur une entreprise technologique du style Nvidia. Donc forcément, on ne va pas avoir des marges exceptionnelles. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les marges sont là, le ROCE est là. Et ça va permettre de créer de la valeur pour l'actionnaire. Maintenant, on va parler croissance et on va regarder toujours trois choses, donc le chiffre d'affaires, l'operating profit et le free cash flow. En termes de chiffre d'affaires, on est sur les 20 dernières années sur une croissance de 6% par an. Donc c'est correct, 6% par an, c'est quand même pas énorme. Moi, je préférais atteindre les 9, peut-être 10%, ce serait vraiment l'idéal. Ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a eu sur les 20 dernières années un petit peu deux périodes. Il y a eu une période entre 2004 et 2010 où on a eu une plutôt bonne croissance. Ensuite, entre 2010 et 2020, il n'y a pas eu beaucoup de croissance. Et depuis 2020, il y a une croissance. Donc là, on voit bien le cycle des CAPEX qui est représenté ici, avec donc des périodes de croissance et des périodes de stagnation. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'operating profit, puisque vous avez pareil ici une croissance sur les 20 dernières années d'à peu près 8% par an, mais là c'est la même chose, on a une croissance assez explosive entre 2004 et 2010, et puis ensuite ça s'est calmé jusqu'en 2020, et puis en 2020, recroissance explosive, donc pareil, vous avez encore une fois le cycle des CAPEX qui s'exprime. Je vous ai mis aussi le free cash flow avec une croissance de 8% par an sur les 20 dernières années. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est un petit peu plus, il est un petit peu moins linéaire, pardon. Mais ça va, c'est pas non plus catastrophique, il n'y a aucune année dans le rouge, donc ça c'est plutôt positif. Et 8% de croissance, bon, c'est pas exceptionnel, on voudrait au moins du 10% si possible, c'est pas non plus catastrophique, on voit qu'on est sur une boîte quand même qui est assez mature et qui va donc avoir du mal à avoir plus de croissance que ça. Même quand elle est située sur un secteur qui est porteur comme l'intelligence artificielle et les data centers en ce moment. Bref, avec tout ça, notre note quantitative, je l'ai mis à 7 sur 10. Et ce que je peux dire, c'est que la rentabilité, elle est donc correcte et en amélioration. C'est surtout ça qui est positif. Et la croissance, pareil, elle est correcte, elle est moyennement linéaire, mais elle est quand même affectée par le cycle des CAPEX. Et surtout, elle est pas suffisante. Selon moi, 6-8% de croissance, c'est quand même pas énorme. Et ce qu'il faudrait pour avoir une bonne performance de Schneider sur les prochaines années, c'est qu'elle conserve la même dynamique de croissance que sur les 4 dernières années, ce qui est pas sûr quand même. On l'a vu sur la période 2004-2010, ça a duré 5-6 ans et puis ensuite ça s'est calmé. C'est possible qu'il se passe la même chose pour Schneider Electric. Néanmoins, 7 sur 10, ça reste une bonne note et donc on va passer à la suite, à l'analyse fondamentale.